Bonjour à tous, merci de m'écouter aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Clément Campeau et je suis doctorant au Centre de recherche franco-allemand de Saint-Louis. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous présenter un petit peu notre travail qui utilise GNU Radio, donc qui peut s'avérer intéressant ici, et qui en fait consiste à faire du suivi de projectiles basé sur des radios logiciels du commerce. Alors très rapidement, dans cette présentation, en fait, je vous expliquerai très vite ce qui a motivé ce travail. On verra ensemble la solution que nous on propose pour résoudre notre problème. On verra ensuite très rapidement quelques fonctions de traitement de signal que nous on a implémentées dans GNU Radio afin de réaliser notre projet. Je vous parlerai ensuite de la simulation que nous, on a fait tourner sous GNU Radio et qu'on a présenté dans l'abstract à cette conférence, avant de vous montrer quelques-uns des résultats de mesure qu'on a obtenus il y a une dizaine de jours, et on conclura très rapidement. On va commencer par le contexte. Alors comme je vous ai dit, moi je travaille donc pour le centre de recherche à la frontière franco-allemande qui s'appelle l'ISL. Et là-bas, en fait, je fais partie d'une équipe qui s'appelle STC, qui est en charge de la télémétrie et des communications bidirectionnelles avec des projectiles en vol. Donc, je suis doctorant et cette thèse est développée et financée par l'ISL et elle est encadrée par à la fois l'ISL et le laboratoire XLIM à Poitiers, et notamment par Hervé qui est présent ici dans l'Assemblée. Ça, c'était pour ce que nous on fait. Et en fait, on est parti d'une première observation quand on s'est un peu intéressé à ce qu'on pouvait trouver dans la littérature, qui est que quand on cherche des applications de tracking avec des radios logiciels, on trouve assez facilement des articles qui parlent de traquer des téléphones portables, des satellites ou des véhicules. Et finalement, nous qui voulons faire du suivi de projectiles, on trouve beaucoup plus d'articles de suivi de projectiles qui utilisent des radars qui ont été réalisés pour les dites applications. Donc nous, ce qu'on a voulu faire à partir de là, c'est développer une solution passive en fait, de suivi de projectiles de haute vélocité qui soit basée sur des radios logiciels du commerce. Donc là, on va enchaîner tout de suite avec ce que nous, on propose. Donc là, c'est un petit schéma explicatif du setup que nous, on utilise pour nos simulations et pour nos tirs réels en champ. En fait, on fixe un émetteur sur le projectile que nous, on veut suivre et on utilise un réseau d'antennes qu'on voit en bas ici, constitué de 4 patchs ici. Et donc les signaux qu'on va recevoir avec ce réseau d'antennes vont être utilisés pour estimer l'angle entre l'axe de notre réseau et le projectile. Et cette estimation va ensuite être utilisée pour réaliser du beam steering, c'est-à-dire pour favoriser la communication entre le projectile dans cette direction particulière et notre réseau et limiter l'impact des interférences dans les autres directions. Donc, comme je vous disais juste là, le but de cette expérience, c'est donc de réaliser le suivi de projectiles électroniquement, sans déplacer en fait, le réseau d'antennes pendant la trajectoire du projectile. Et pour ça, on va estimer la direction d'arrivée du signal qui est émis, c'est ce qu'on va appeler la DOA ici. Et cette estimation de DOA va être utilisée pour piloter en fait, le réseau d'antennes, diriger le lobe de réception dans la direction qui nous intéresse. Donc maintenant, on va voir précisément ce dont je vous parlais. Donc le modèle qu'on utilise nous, c'est ici, vous voyez en fait 3 récepteurs assimilés à des points qui vont recevoir un même signal émis en champ lointain. Et en fait, c'est très important pour nous parce que ça nous permet d'assimiler le signal qui est émis à un front d'onde équiphase. Ce qui veut dire que pour un même signal émis, les signaux qu'on va recevoir sur nos 3 récepteurs vont subir des déphasages qui, dans notre modélisation, ne vont dépendre que des propriétés géométriques de notre réseau d'antennes.
Et c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Alors déjà, on va voir que les déphasages en question, c'est justement ce sur quoi nous, on va agir pour piloter notre réseau d'antennes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que en modifiant les déphasages entre nos différents signaux, qui ensuite vont être ajoutés, on va pouvoir favoriser des interférences constructives pour des directions particulières de l'espace, notre DOA en l'occurrence. Ça revient en fait à concentrer l'énergie de réception ou d'émission selon le scénario dans la direction qui nous intéresse de DOA, pendant qu'on limite en fait l'énergie dans les autres directions. Ces signaux qui viennent d'autres directions vont effectivement être sommés de façon destructive et on va limiter leur influence sur ce qu'on voit. Donc là, vous voyez très rapidement un schéma d'un réseau d'antennes qui, dans ce cas-ci, émet un front d'onde. Vous voyez que si on n'impose aucun déphasage entre nos éléments, notre front d'onde se propage dans une direction perpendiculaire à l'axe du réseau d'antennes. Alors que si on déphase les signaux qu'on émet, on peut en fait changer la direction de propagation du front d'onde. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse pour piloter le réseau d'antennes, c'est ce qu'on appelle le beam steering. Et c'est ce que nous, on va réaliser en mode réception. Donc nous, on utilise ce qu'on appelle un ULA, un réseau linéaire. Tous les éléments sont selon une ligne. Et donc nous, on peut connaître en fait les déphasages à imposer aux différents éléments en fonction de la direction dans laquelle on veut émettre notre front d'onde. Alors si je reviens justement au modèle que nous on utilise, vous pouvez voir que là, par exemple, ce modèle-là, il montre des signaux reçus et on observe des déphasages entre nos signaux, même si on n'ajoute aucun déphasage nous-mêmes à ces signaux. Les déphasages sont marqués Φ1, Φ2, Φ3 ici. Et c'est ces déphasages naturels qui ne dépendent que de la direction d'arrivée du signal émis que nous, on va utiliser d'autre part pour estimer la direction justement par laquelle arrive ce signal, notre DOA. Donc, nous, pour utiliser cette DOA, il y a beaucoup d'algorithmes. Nous, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a implémenté dans GNU Radio, c'est le plus simple, on va dire, le plus ancien, qu'on appelle souvent le Bartlett, l'algorithme de Bartlett. On a choisi ça parce que dans notre cas, on a une seule source émettrice, que cet algorithme, il est assez facile à implémenter et rapide, et qu'il demande moins de ressources que des algorithmes qui sont un peu plus connus, peut-être dans le domaine, comme le musique, mais qui sont plus complexes à mettre en œuvre et qui demandent plus de calcul. Donc là, pour très rapidement voir cet algorithme, en fait, il y a un petit schéma de ce qu'on appelle un beamformer classique, où en fait, on a nos différents éléments qui reçoivent les signaux qui sont rassemblés dans le vecteur S, ici. Et en fait, ces signaux qu'on reçoit, on leur applique ce qu'on appelle des poids rassemblés dans le vecteur W. Et notre beamformer consiste simplement à pondérer donc, ces signaux avec les poids W et à ajouter les signaux. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est le signal somme, le signal pondéré. Et en fait, notre algorithme de DOA, il peut simplement être vu comme un problème d'optimisation où nous, on cherche les poids W qu'on va appliquer aux signaux pour maximiser en fait, le signal somme qu'on trouve. Et donc, c'est quand on a trouvé ce maximum qu'on estime qu'on a correctement choisi l'angle d'arrivée de nos signaux. Voilà, alors maintenant, on revient un petit peu sur ce que nous, on présente ici. Notre travail qu'on présente maintenant, il se concentre surtout sur le mode réception, une solution passive pour le suivi de projectiles. On a utilisé des cartes commerciales UBX 160 et un octoclock pour nos USRP. On a 2 cartes UBX sur chaque USRP et l'octoclock nous permet en fait de synchroniser nos USRP en fréquence et sur les instants d'échantillonnage avec le signal PPS. Par contre, ces cartes-là ne permettent pas d'avoir une synchronisation en phase sur les différentes chaînes que nous, on va recevoir. Or, la phase, c'est absolument indispensable pour ce que nous, on veut faire, la DOA. C'est pour ça qu'on a commencé par s'accorder ce qu'on a appelé une position d'initialisation, pour laquelle nous, on va initialiser nos phases, on va les réaligner en software. Et c'est cette position que vous verrez dans le reste de la présentation qui sera repérée par la position θ égale 0 degré. Là, vous voyez très rapidement les signaux qu'on pouvait observer en software avant de réaliser cette initialisation. Et une fois qu'ils sont passés par le bloc qu'on a conçu pour faire ça, on a pu enfin avoir notre synchronisation en phase entre nos différentes chaînes.
Donc maintenant, on va voir ensemble la simulation qu'on a présentée dans notre abstract. Comme dit, l'application qu'on veut simuler, c'est le suivi de projectiles. Donc nous, ce qu'on propose ici, c'est d'utiliser d'une part l'algorithme de DOA pour, à chaque instant du vol de projectile, estimer la direction dans laquelle il se trouve. Et c'est cette même estimation de DOA qui va être utilisée pour piloter en fait le lobe principal du réseau d'antenne dans la direction estimée. Et c'est l'application de tracking. Donc là, vous voyez rapidement le flow graph que nous, on a utilisé pour nos simulations. Et cette simulation a simplement en fait, le mérite pour nous de nous faire une première idée des performances qu'on va pouvoir attendre de notre programme en fonction des réglages que nous, on va mettre pour la DOA. En termes de vitesse du suivi de projectiles ou de la vitesse à laquelle nous, on va échantillonner notre programme, par exemple. Donc pour ces simulations, nous, on a rentré des valeurs de l'angle θ qu'on a généré d'abord sur MATLAB à partir d'un tir de projectile réel qu'on avait fait dans une mesure précédente à l'ISL. Et ces valeurs de θ que nous, on donne au programme, elles permettent de simuler des projectiles qui peuvent voler à différentes vitesses et qui vont être reçus par les USRP à différentes fréquences d'échantillonnage. Et enfin, ce que nous, on peut voir dans ces simulations qui nous intéressent, ça va être les différents paramètres qu'on va pouvoir mettre pour notre algorithme de DOA qui vont influer sur les performances du programme. Donc là, par exemple, on voit ce qu'on appelle la résolution angulaire, c'est-à-dire la précision avec laquelle on va chercher à estimer l'angle d'arrivée du signal, qui va directement influer sur la taille des matrices que nous, on va gérer en soft. Ou par exemple le nombre d'échantillons qu'on va utiliser à chaque fois qu'on veut faire une estimation de direction d'arrivée. Alors, dans cette simulation que vous voyez ici, les amplitudes de tous nos signaux sont normalisées à l'unité, tout simplement parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de déphasage. C'est ça qui nous intéresse ici, qu'on veut réussir à étudier. Et donc, les amplitudes des signaux pourraient nous gêner pour le critère qu'on s'est donné pour mesurer les capacités du programme. C'est-à-dire que nous, nos signaux, une fois qu'on les a réalignés selon les déphasages associés à la direction d'arrivée que nous, on a estimée, on veut voir si on les a correctement réalignés en les additionnant et en regardant le gain de réception qu'on a avec notre signal somme. C'est ce qui est dans la partie en dessous. Et donc cette formule, une fois qu'on a enlevé les amplitudes de l'équation, elle consiste simplement à voir si notre angle est estimé suffisamment proche de l'angle réel pour finalement annuler les différents déphasages entre les signaux et permettre un gain maximum par somme. Maintenant, on va simplement voir ce qu'on a présenté. Donc nous, la simulation qu'on a présentée ici, c'est pour un projectile qui vole à peu près 1700 mètres par seconde. Voilà, ça fait Mach 4,9 à peu près. Et les paramètres qu'on s'est donnés, c'est un sampling rate de 1 mégasample par seconde, une recherche de DOA à 1 degré près et 128 samples à peu près par estimation de DOA. Donc ça, c'est la courbe que nous, on a obtenue en sortie. Il y a d'une part la courbe bleue qui est les valeurs de θ que nous on avait données au programme en entrée et d'autre part l'estimation de DOA que le programme a faite à partir de ces valeurs et des signaux déphasés qui ont été créés par ces valeurs. Donc on voit que les deux sont confondus ici et ça elle mérite en fait de nous montrer que pour un projectile qu'on simule qui vole quand même à pratiquement un Mach 5, qui est plus rapide que les projectiles que nous, on va tirer en conditions réelles, le programme peut aller suffisamment rapidement pour qu'on ait des performances, comme vous voyez, qui sont tout à fait satisfaisantes. Et d'autre part, on a donc regardé le gain que nous, on avait obtenu avec cette simulation. Donc là, la ligne bleue en haut, c'est en fait le maximum théorique si on somme des signaux qui sont tous unitaires et qui sont parfaitement en phase. Et les valeurs de gain que nous on a eues, elles sont normalisées par rapport à cette valeur. Et vous voyez que les variations de gain qu'on a sur l'ensemble de la trajectoire du projectile, elles sont de l'ordre de 10-3 dB, plusieurs fois 10-3 dB. Donc autant dire qu'en fait les variations de gain sont extrêmement faibles. Et ça nous montre qu'en fait on est capable de maintenir un gain de réception
constant sur toute la trajectoire du projectile en simulation. Donc on est capable en fait de suivre notre projectile de manière efficace sur l'ensemble de la trajectoire. Et c'est ce qui est marqué ici. Donc ça, maintenant, il y a une dizaine de jours, je vous disais, on a réalisé des mesures réelles en champ de tir et c'est ce qu'on va voir rapidement ensemble. Donc simplement pour votre curiosité, c'est une petite image des projectiles que nous, on a l'habitude de tirer et l'électronique qu'on embarque dedans. Donc vous voyez, c'est l'ensemble accéléro, magnéto, gyro, et un émetteur et ce qu'il faut pour faire tourner l'ensemble. Voilà, si jamais ça vous intéresse. On passe tout de suite donc, au flowgraph que nous, on a utilisé pour nos mesures. Maintenant, sur les tests réels, les projectiles étaient tirés à Mach 1,3. L'émetteur faisait de la JFSK, on était à 2,3 gigas pour la fréquence de travail et on était à 2 mégabits par seconde du côté de l'émetteur. Une autre contrainte des tirs réels, c'est que notre projectile n'était visible en fait par notre réseau d'antennes que dans la zone de moins 60 degrés à plus 50 degrés. Donc c'est à celle-là qu'on va s'intéresser plus tard. Et ensuite, les différents réglages des algorithmes qui sont présents dedans sont les mêmes que ceux pour la simulation qu'on vous a montré. Donc vous voyez qu'on a rajouté notre petit bloc d'initialisation par rapport au problème de déphasage induit par l'équipement RF en mesure réelle. Et en fait, l'influence de ce bloc-là va se voir dans la formule de notre gain de réception par le premier terme en exponentielle complexe qui n'était pas là en simulation et qui peut nous rajouter en fait des déphasages qui ne nous intéressent pas et qui peuvent en fait diminuer les performances de notre système en tir réel. Voilà, donc ça c'est d'une part la courbe que nous on a obtenue en DOA pour le premier projectile qu'on a tiré. Donc vous voyez, on a marqué simplement la courbe moins 60 plus 50 qui va nous intéresser dans la suite. Et le reste sera toujours encadré en violet pour qu'on sache que c'est des mesures qui ne sont pas vraiment intéressantes à étudier ici. Donc ce que nous on a pu voir avec ce premier tir, c'est qu'on avait des résultats satisfaisants et surtout vraiment très proches de l'angle mécanique réel. En particulier dans la zone de moins 30 à plus 30 degrés. On a des pics de bruit ailleurs, mais pour l'instant, ça nous a semblé très satisfaisant. On a tiré un second projectile qui a montré plus de bruit en fait, sur l'ensemble de la trajectoire, notamment les deux là qui vont se retrouver dans les courbes après, comme on pourra le voir tout de suite. Et on a tiré un troisième projectile que vous voyez ici, qui s'est un peu moins bien passé avec surtout des pics à moins 90 dans la DOA qui aussi vont devoir être marqués sur les courbes qu'on va voir parce que nous ce qui va nous intéresser c'est là où ça a un peu mieux marché. Donc là on revient sur le premier projectile, celui qui s'est le mieux passé et si on regarde en fait les valeurs que nous on a obtenues pour le gain de réception, on remarque tout de suite qu'il y a des points pour lesquels ça se passe moins bien, on a des diminutions du gain de réception. Et la question maintenant c'est est-ce que ça représente une minorité ou une majorité de points? Si toutes les valeurs qu'on affiche sont la moyenne de 3 points qu'on a obtenus, on se rend compte tout de suite que ça va beaucoup mieux. Ces points de diminution du gain représentent une minorité. Et en particulier dans la zone qui nous intéressait au début, on voit quand même qu'on arrive à maintenir un gain de réception qui est constant de l'ordre de 5 dB sur l'ensemble de la plage angulaire. Donc ça, c'était très encourageant. Pour maintenant, si on zoome un peu plus sur cette zone, on peut voir effectivement qu'on reste compris dans les moins 5 dB, vraiment dans toute la zone. Pour le second projectile, on retrouve cette fois-ci les deux pics qu'on observait sur la courbe de DOA, sans grande surprise. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement sur le reste. Est-ce que dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché? Si on réalise à nouveau un moyen-âge sur 3 valeurs, on remarque qu'on arrive encore à restreindre nos estimations au fameux niveau des 5 dB par rapport au maximum théorique. Et si on réalise un moyen-âge sur 10 points, là, on observe qu'effectivement, ça marche beaucoup mieux. Enfin, pour le troisième tir, donc on a les fameux pics qui étaient observables pour la DOA bloquée à moins 90.
Et si on regarde en fait toujours sur la moyenne âge de 3 points, on observe qu'à part ces 2 pics où ça a moins bien marché, on arrive encore à rester à peu près dans les mêmes plages que pour les 2 premiers tirs. Une fois encore, on a aussi fait un moyen âge sur 10 points. Et on observe que vraiment en dehors de ce problème-là qui est apparu sur 0,05 secondes, les résultats restent vraiment encourageants pour la suite. Donc voilà, maintenant très rapidement en fait, nous ce qu'on a proposé ici en fait c'est une solution passive à partir de radiologiciels du commerce pour effectuer du suivi de projectiles avec donc les USRP des TUS et des réseaux d'antennes. On a implémenté les fonctions de traitement de signal dont nous on avait besoin dans nos radios. On a proposé une solution très simple mais qui nous a permis de contourner ce problème de synchronisation en phase entre nos chaînes avec nos cartes UBX 160. On a montré des programmes de simulation sur GNU Radio qui nous permettent de nous faire une première idée des réglages qu'on doit utiliser en fonction des projectiles qu'on va tirer. On a obtenu des premiers résultats de mesure avec des projectiles tirés en conditions réelles. Voilà. Maintenant, on a trouvé des erreurs dans certaines de nos estimations de DOA avec un algorithme qui, on le rappelle, reste relativement simple. Mais on a réussi à montrer que dans l'ensemble, notre gain de réception était quand même constant à 5 dB près sur l'ensemble de notre trajectoire de projectile. Maintenant, il y a beaucoup de choses encore à améliorer dans ce travail. Donc, les premières idées que nous on a, ce serait d'utiliser des algorithmes de DOA différents, un peu plus complexes peut-être. Là, on a mis le Capone par exemple. On voudrait également instaurer dans un futur proche, finir l'automatisation du système qui est encore perfectible sur certains points. Aussi faire des mesures en augmentant le sampling rate à 25 mégasamples pour pouvoir en fait faire des tests avec d'autres mesures de télémétrie qu'on fait dans notre équipe et voir si on arrive à faire tourner notre programme en temps réel tout en maintenant nos mesures de télémétrie. Finalement, un des aspects qu'on voudrait développer dans ce projet, c'est la recherche sur les composants que nous, on devrait embarquer si on veut créer un système miniaturisé qu'on pourrait embarquer dans l'un de ces projectiles. Donc ça, c'est quelques idées. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée et j'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez du mieux que je peux. Merci beaucoup. Merci Clément pour cette présentation. Des commentaires? Je suis intrigué par le bloc que vous avez fait pour synchroniser en phase. Oui. Si je me rappelle bien, en radio, vous avez des blocs qui arrivent avec des signaux qui devraient être synchronisés normalement en réel. Ils arrivent sur un oscilloscope et en fait on ne les voit pas synchronisés parce que nos radios, les signaux peu communiquent comme ça. C'est ça, Comment vous faites pour les resynchroniser en fait? Alors là, pour l'exemple qu'on montre, c'est des signaux IQ très simples. Donc en fait, on calcule, on utilise le fait que on peut, avec l'octoclock, partir du principe qu'on est synchronisé en fréquence et en échantillonnage, pour dire que sur nos voix, les samples sont acquis en même temps. On calcule la phase de chacun de nos signaux au même instant. Et en fait, c'est cette phase-là qu'on compense pour notre position d'initialisation, parce que cette position d'initialisation est celle pour laquelle il n'y a pas de déphasage qui est induit en fait par la direction d'arrivée du signal. Donc avec ça, en fait, on compense. Ça s'affiche plus. Avec ça, en fait, on compense d'une part les déphasages qui sont induits par l'équipement RF, si on considère qu'ils sont indépendants de l'angle d'arrivée du signal. Et on compense en partie en fait, les déphasages qui peuvent être induits par l'antenne. Je ne sais pas si c'est... Les déphasages, on suppose que les déphasages ne changent pas en fonction de... Effectivement, on suppose que les synchronisations qu'on a avec l'octoclock nous permettent de dire que ces déphasages-là restent constants pendant toute la période de mesure. Donc on fait le calcul une fois avant le début de la mesure et après on fait notre... C'est vrai en pratique, il n'y a pas un moment où on veut se mettre à redéphaser. C'est vrai sur des périodes de temps suffisamment longues pour que nous on puisse faire nos mesures. Si on revient à la position dans laquelle on a fait notre
initialisation au début après notre mesure, on a des signaux qui restent alignés même à la fin de cette période-là. C'est plutôt du côté des réseaux antennes qu'il faut s'inquiéter. Par rapport à ce que Tanguy, je crois que Tanguy parlait du déphasage par venu radio. Oui. Si je ne m'abuse, si je comprends ta présentation, c'est pas venu radio qui a un déphasage. De toute façon, le MPPS fait l'échantillonnage synchrone, c'est les oscillateurs locaux qui dérivent. C'est ça, sur les cartes publiques. C'est les LO qui sont indépendants les uns des autres et qui ne sont pas synchronisés en phase. Donc en fait, c'est le premier convertisseur RF, enfin c'est le premier down converter qui prend le signal RF qui le transpose en onde de base. Ces oscillateurs locaux n'ont aucune raison d'être synchronisés en phase. Donc ils sont synchronisés en fréquence, mais ils ne sont pas synchronisés en phase. Donc du coup, ils peuvent tous être initialisés à des phases aléatoires. C'est juste, et puis en fait, il y a certaines cartes ETUS qui sont avec la possibilité de phase coherency. Ça, c'est quoi? Mais pas Oui, tu penses aux cartes TwinRx par exemple qu'ils ont sorti après. C'est pas comme ça, c'est les TwinRx. C'est ça, qu'ils ont sorti après, mais qui sont aussi beaucoup plus chers que les cartes UBX que nous on utilise. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Parce que, du coup, moi j'ai exactement ce problème quand je fais du radar passif avec mes différentes antennes qui sont déphasées les unes par rapport aux autres. Du coup, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un kick switch qui périodiquement me remettait sur un oscillateur de référence pour recaler tous les oscillateurs locaux. Et du coup, dans la continuité de ce que demandait Tanguy, il faut recaler tous les combien de temps. Alors, chaque fois que vous faites un tir de projectile, vous faites un 0, ou vous faites un tir de 0 dès que votre manip, et puis pour toute l'après-midi, c'est bon. Pour toute l'après-midi, j'aurais tendance à dire qu'il faut retirer. En particulier, nous, déjà, on fait des tirs sur le champ de tir, c'est en plein soleil. Alors déjà, les USRP, toute l'après-midi à tourner sans arrêt, elles n'aiment pas trop. Donc avec la température, on a des fois des petites surprises. Donc pour les tirs là, en fait, on a refait une initialisation avant chaque tir. Voilà. Maintenant, c'est comme vous le dites, c'est un bouton sur lequel on appuie, on fait notre initialisation, ça prend 2 secondes et après on tire. Donc voilà, c'est l'une des contraintes qu'on a avec cette solution. Alors, juste parce que j'ai pas du tout ordre de grandeur là, quand tu as la photo de ton missile, ton obus, là, je sais pas comment on appelle ça. C'est à quelle taille ce truc-là? C'est une photo, mais ça. Diamètre 30 mm. Ça fait Diamètre 30. Diamètre 30, ok. Donc ça fait déjà un gros. Oui, ça fait déjà. Ouais, okay. Ça fait déjà un truc sympa. Du coup, je comprends pas bien parce que à la fin, dans ta conclusion, tu disais méthode passive. Oui. Donc là, par contre, tu as bien un émetteur. En fait, c'est le projectile qui émet. Le projectile émet, et toi, tu dis passif au sens où tu as un radar actif. Voilà, c'est ça. Nous, il faut un projectile instrumenté pour le suivre. C'est ça. Nous, là, on l'a fait dans le cas de projectiles qui sont des projectiles alliés, parce que ce qui nous intéresse, ça va être de suivre effectivement des projectiles que nous, on va tirer. Donc, notre solution, c'est la station au sol, en fait, qui, elle, est complètement passive. Commentaires, remarques? On a la fin? Oui. Bon, bah, merci pour la présentation. Ah, oui, ça... Perspective que vous allez rechercher pour implémenter sur un market. Est-ce que vous avez quelques pistes pour l'instant? Quelques pistes. Alors nous, en fait, dans notre équipe, pour l'instant, il y a plusieurs de nos collègues qui travaillent avec des cartes DFPGA Zinc de Xilinx. Donc ce serait éventuellement un développement VHDL sur ces FPGA. Après, pour l'instant, on n'a pas encore fixé vraiment plus loin que ça les détails de ce qu'on pourrait faire. Merci à vous.